18e Festival Longueur d'onde du 26 au 30 janvier 2022. Festival de la radio et de l'écoute, Brest. Investigation et prise de risque avec Morgane Large, Caroline Trouillet, Gwenvaëlle Delanoë, animée par Grégoire Souchet. Bonjour, Bonsoon et Demat. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour cette table ronde investigation et prise de risque pour les journalistes. Moi, je m'appelle Grégoire Souchet, je suis journaliste indépendant en Aveyron et j'ai le plaisir d'animer ce débat parce que quand on pense au sujet de la prise de risque des journalistes, on évoque souvent les journalistes de guerre. Plus récemment, on a eu la visibilité des journalistes en manifestation et dans les conflits sociaux. Mais il y a effectivement un aspect de la question de la prise de risque aujourd'hui, c'est quand on fait de l'enquête, et notamment quand on fait de l'enquête là où on vit, ou en milieu rural, quand on fait de l'enquête sur l'agroalimentaire ou des questions liées à certains lobbies et certaines puissances qui sont parfois importantes sur des territoires. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir donc sur cette table ronde 3 enquêteurs, enquêtrices. Morgane Large, donc journaliste pour Radio Kees-Breizh, RKB. Kees-Breizh. Centre-Bretagne. Bonjour. Qui s'intéresse depuis bientôt 20 ans, c'est ça, à la question des sujets agricoles dans son territoire, donc le Centre-Bretagne. Oui, je suis un peu forcée, parce que c'est quand même le nerf de l'économie là où je vis, l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, mais après, c'est quand même des sujets que j'ai choisis, ça m'intéresse. Et qui a été, depuis quelques mois, années, mise en lumière sur les médias nationaux suite aux mésaventures que tu as vécues. Alors peut-être juste pour faire un sondage dans la salle, qui a eu vent et au courant de ce qui s'est passé pour Morgane Large? Bon, c'est super tout le monde, donc je vais pas répéter. Très bien, on va gagner du temps. Donc voilà, on va passer sur l'épisode de la roue et tout ça. Mais on pourra raconter brièvement. Avec elle, Caroline Trouillet, journaliste pigiste. Bonjour. Bonjour. Caroline, c'est toi qui a mené en grande partie la première enquête de Splan, média breton qui est également représenté ici par Gwenvaëlle Delanoë. Donc cette ONG, Splan, d'investigation en Bretagne. On va parler justement de pourquoi créer cette ONG. Qui ici sait ce qu'est Splan? Bravo. Une salle très au courant. Et puis, puisque Splan est un média franco-breton, une partie des interventions seront traduites en breton par Erwan Blanchard, qui est ici, et qui est journaliste également pour le réseau des radios bretonnes. Merci beaucoup. Alors, histoire de se mettre dans le bain, je voulais vous proposer pour commencer d'écouter un extrait de RKB, de l'émission La Petite Lanterne, l'émission de Morgane Large, un extrait qui date du mois de mai 2021 et qui est à propos d'une fuite de lisier et d'une manifestation suite aux pollutions engendrées par cette fuite de lisier. Alors je vais vous demander de vous présenter. Oui, donc je suis Philippe Braz, le président de la PPMA du Pays de Morlaix, association agréée pour la protection des milieux aquatiques. C'est la grande interrogation. On ne veut pas stigmatiser qui que ce soit, bien au contraire, parce que moi personnellement, et puis même mes collègues, on a un profond respect pour l'agriculture qui est quand même bien implantée, qui est une source de richesse économique ici. On n'a pas le droit de stigmatiser telle ou telle corporation. Mais c'est vrai que c'est la grosse interrogation. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu intervenir plus tôt? Voilà, avec les services de l'État. Voilà, c'est la grosse interrogation que l'on se pose. Et l'intervention, elle consiste en quoi? On bloque la pollution, on met des bouées sur la rivière, on fait quoi? Oui, je pense qu'ils auraient le pompage, peut-être empêcher que l'écoulement avec des bottes de paille, des ballots de paille, comme ils ont fait. Ils ont fait ça, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Le mal était fait quand ils sont intervenus. Parce que justement, il aurait fallu prévenir. Bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut qu'on assume les conséquences de ce qui est arrivé. Donc,
À nous de travailler autour d'une table avec les principaux concernés, dont le monde des éleveurs, parce que je fais le distinguo entre l'agriculture et les élevages intensifs. Je pense que c'est pas du tout, on joue plus du tout dans la même cour, quoi. L'agriculture, c'est l'agriculture, les élevages intensifs, c'est des industriels de l'élevage. Donc je pense qu'il faut qu'on rencontre leurs corporations avec les services de l'État, avec les préfectures, et qu'on se mette autour d'une table pour qu'on ne connaisse plus jamais ce type d'événement. C'est trop dramatique. Malheureusement, ces événements sont de plus en plus récurrents, aussi bien dans le Finistère, dans le département, que dans les départements d'à côté, et également sur la région Bretagne. Alors, je contextualise juste un petit peu. Là, il me semble que cette manifestation, elle est intervenue le 1er mai. On est à Tolé. C'est dans le Léon. C'était la première fois qu'il y avait dans le Léon une manifestation pour l'écologie. Ça n'était jamais arrivé avant. On est dans un territoire très particulier dans le Léon. La porcherie en question, c'est une porcherie qui avait appartenu au fils de Alexis Gourvenec. Donc ça rajoute encore un petit étage. Et moi, j'avais choisi d'aller couvrir aussi cet événement parce que bon, déjà, je l'ai trouvé assez courageux quand même, les gens qui osaient, à visage découvert, dénoncer cette pollution. Et puis, qu'il y avait une équipe de M6 qui voulait me filmer. Et j'avais très envie qu'on parle de la Pinzée. Et je me suis dit, c'est super, je vais emmener un média national avec moi. Et comme ça va faire du bruit. Et en effet, ça a été repris par plein de médias parce que c'était une pollution, je crois qu'il y avait entre 50 mètres cubes et 100 mètres cubes de lisier. Mais c'est une pollution, il disait, ce sont des pollutions un peu chroniques, c'est plus du tout accidentel. Les amendes sont beaucoup moins punitives en fait que tout l'argent qu'il faudrait dépenser pour se mettre aux normes et pour revoir toutes les fosses. Donc les pollutions arrivent de plus en plus souvent sur ces territoires-là. En quoi c'est risqué, justement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au fait d'avoir une manifestation quand il y a une pollution? Ça se trouve dans d'autres endroits. Bon, il peut y avoir des pollutions accidentelles, j'en manifeste. Pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de particulier? Parce que c'est le pouvoir. C'est-à-dire que le monde agro-industriel, il a entre les mains la vie des gens, puisque ce sont les emplois. Et ça, et la vie des gens, et puis ensuite, pour les gens qui sont en élevage, par exemple, je pense aux gens qui sont en élevage de poulets, ils peuvent pas se permettre de critiquer le monde coopératif ou le monde industriel, qui est d'ailleurs assez solidaire, parce qu'ils vont avoir tout de suite, et c'est arrivé à des gens qui faisaient du syndicalisme, des répercussions et des pressions. C'est-à-dire qu'on va leur livrer un aliment qui va être défectueux, donc ils vont avoir des conséquences économiques. On va leur livrer un lot d'animaux aussi mauvais. Enfin, je sais pas, je pense à des poussins qui vont mettre du temps à grandir, qui vont être malades. Pareil, il y a des conséquences économiques. On va leur faire durer les vides sanitaires dans les bâtiments entre deux lots beaucoup plus longtemps. Donc ces gens-là, ils parlent en off, mais à visage découvert, c'est très très compliqué de les faire parler. Et justement, là, on est sur une radio associative. Comment on fait justement quand on travaille là sur un sujet comme ça? J'imagine que tu te rends à la manifestation, tu interroges les gens, mais comment on fait pour obtenir des témoignages? Parce qu'on entend les voix, on peut reconnaître les personnes. C'est sûr que la radio, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour anonymiser les gens. C'est pour ça aussi qu'on ne travaille pas que sur le média radio, enfin tous, on a touché à plusieurs médias, et notamment la presse papier, qui est très pratique pour donner l'anonymat. Ensuite, voilà, moi mon métier c'est de parler aux gens. Le jour où les gens ils me parleront plus, je ne pourrai plus exercer mon métier. Et c'était tout aussi tout le problème d'être journaliste local et d'être sur un petit territoire et d'avoir des ennuis, enfin d'avoir des pressions. On noue des relations de confiance avec les gens. Quand on diffuse leurs paroles, on les trahit pas. À force, on a un gros réseau, on a aussi un gros répertoire téléphonique. Et on peut, voilà, on nous répond. Enfin, moi, les gens, ils me répondent maintenant au téléphone. Alors, ça m'arrive. J'ai eu une pression dernièrement par téléphone. J'ai appelé un très grand groupe agroalimentaire qui a le monopole sur un marché. Je pouvais pas, si je voulais traiter de ce sujet-là, je pouvais pas passer à côté d'eux. Et d'abord, première chose, la personne m'a dit on ne vous a pas commandé d'article. J'ai dit, c'est un peu le principe, je travaille pas, je fais pas de la communication, je travaille pas sur commande, parce qu'ils voulaient pas me répondre.
Après, j'ai dit, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je dirais que vous n'avez pas voulu répondre à nos questions. Et là, il m'a dit, mais si vous faites ça, je vous attaque en diffamation. Si notre nom apparaît, je vous attaque en diffamation. Donc là, je dis, je sais pas, qu'est-ce que j'écris ? Enfin, donnez-moi la formule magique pour pas avoir d'ennuis, parce que les ennuis, on court pas après. Et là, il m'a dit, non, mais je vous préviens que si notre nom apparaît, vous aurez de sérieux ennuis. Voilà, comment on travaille. J'ai pas la solution. Alors, comment on travaille ? Il y a une question, c'est aussi de se mettre en groupe, en collectif. Ça peut aider à se soutenir, en tout cas. Caroline, c'est toi qui as mené aujourd'hui l'enquête, la première grande enquête de ce plan, donc sur la question de l'ammoniac en Bretagne. Est-ce que tu peux raconter comment tu as travaillé sur ce sujet qui était lui aussi assez tendu ? Alors, je dis on parce que effectivement j'ai travaillé en grande partie sur cette enquête, mais j'étais pas toute seule. Il y avait tout le comité éditorial de ce plan avec moi, derrière moi. Et en fait, on a décidé de s'intéresser à l'ammoniac à travers une enquête de terrain qui a commencé à Saint-Malo autour d'un industriel qui s'appelle la Timac, qui est une usine du groupe Roulier, un géant de production d'engrais azotés. Avec cette situation particulière locale d'une pollution à l'ammoniac issue en fait de l'activité industrielle de la Timac, les cheminées des usines avaient rejeté beaucoup d'ammoniac et au-delà des normes autorisées. Donc depuis déjà une dizaine d'années, voire plus, les riverains, les associations environnementales à Saint-Malo étaient très préoccupés par cette situation. Donc il y a eu un long travail d'enquête vraiment sur Saint-Malo et ensuite on a décidé de prendre un peu de hauteur pour regarder la situation à l'échelle de la Bretagne, de cette pollution-là à l'ammoniac, avec une réalité particulière, c'est que à elle seule, la Bretagne émet 17% des émissions nationales. Voilà. Il y avait nécessité, on trouvait, de faire une enquête aussi qui explique cette situation à l'échelle régionale. Voilà. Et comment vous avez travaillé à ce plan sur justement voir à l'échelle régionale, parce que j'imagine qu'aller trouver les données, alors il y a les données publiques, mais il y a peut-être des données d'entreprise. Comment on enquête, comment on va creuser ce sujet-là quand en face on a un secteur qui n'a pas forcément envie de parler? Il y a un peu deux phases dans cette enquête. Comme je le disais, le travail de terrain à Saint-Malo, où là, il s'agissait aussi de trouver des témoignages de salariés actuels ou d'anciens salariés. Donc, je me suis heurtée à la difficulté aussi d'avoir la confiance des sources et de trouver des solutions aussi pour leur permettre de témoigner de façon sécurisée. C'était compliqué parce que Roulier est un acteur très important à Saint-Malo aussi du monde économique. C'est le premier employeur de la ville. Et donc, il y a quand même une omerta autour de son activité. Et donc, certaines personnes pouvaient prendre des risques en témoignant, même en étant anciens salariés, parce qu'en fait, c'est tout un système où il y a tout le monde connaît un peu Roulier et voilà, j'ai souvent entendu je peux pas parler parce que je vais prendre des risques pour mes proches ou je peux perdre mon travail. Donc voilà. Et ensuite sur la cartographie qu'on a pu faire des données d'ammoniac à l'échelle régionale, en fait on a beaucoup été chercher tout ce qui est en source ouverte sur internet. Il y a déjà beaucoup de choses. Des inventaires qui sont réalisés par l'association Surveillance de la qualité de l'air, un site qui s'appelle Géorisque, où en fait les éleveurs, les chefs d'exploitation plutôt, et les industries sont chargés de notifier, de déclarer chaque année leurs émissions polluantes, dont l'ammoniac. Donc voilà, on s'est basé là-dessus. C'est trop partiel, ça donne une image partielle puisque c'est du déclaratif en fait. Et puis en plus, les déclarations sont faites à partir d'un seuil de 10 tonnes, tout ce qui est en dessous, on ne sait pas. Et ensuite, on a été chercher aussi des données académiques, scientifiques, parfois assez loin, parce qu'en fait, il faut aussi aller chercher des choses qui sont écrites en anglais. Notamment, on est tombé sur une enquête qui a été publiée aux États-Unis, qui était très intéressante, qui
c'était une des premières études en fait à faire un lien direct entre une mortalité aux États-Unis liée à la pollution de l'air par l'activité agricole. En France, il n'y avait pas eu de recherche publiée telle quelle. Et voilà, ça suppose aussi d'aller chercher des choses écrites en anglais. Ensuite, voilà, il faut confronter toutes les données qui sont publiques avec. On sait qu'il y a des angles morts, on sait pourquoi, et essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière ces angles morts au maximum, quoi, pour aussi être clair quand on présente une cartographie, dire bon voilà, ces données sont partielles parce qu'on sait que tel industriel ne déclare pas ses émissions et pour quelles raisons il y a aussi cette flexibilité, voire impunité qui existe. Alors je vous propose d'écouter un autre extrait, donc c'était sur France 3 Bretagne, c'était mi-juin, pardon. Et donc Caroline, tu étais invitée justement de l'émission où réagit un responsable agricole à la fin. Alors la France doit réduire les émissions d'ammoniac de 4% à partir de 2020 par rapport à 2005 et d'ici 2030, il faudra les baisser de 13%. L'ADEME a aussi publié un guide de bonnes pratiques à destination du secteur agricole, mais en fait, il n'existe aujourd'hui aucune contrainte pour les agriculteurs, ni taxe, ni rien. Et puis les objectifs d'ici 2030 sont assez faibles. Le sujet de l'ammoniac, lui, est bien identifié par les agriculteurs. Ce gaz est en effet donc issu à 99% de l'activité agricole en Bretagne. Ce matin, il y avait donc une réunion de crise à la Chambre d'agriculture en réaction à votre enquête. Nous avons interrogé le principal syndicat agricole. Voici sa réponse. Le problème de l'ammoniac, effectivement, est une question que les agriculteurs ont déjà pris à bras-le-corps depuis de nombreuses années. Et dans les exploitations agricoles, à chaque fois que l'on investit dans du matériel, qu'on rénove des bâtiments, effectivement, c'est quelque chose qui est pris en compte et à laquelle chaque agriculteur apporte des réponses. Voilà, donc le responsable de la FDSEA, si je ne me trompe pas. Oui. Une petite réaction peut-être à ce discours ? Oui, c'est marrant parce qu'en fait, on a appris, j'ai appris en allant sur le plateau de France 3 qu'il y avait une réunion de crise à la Chambre d'agriculture le jour même. Et il y a eu aussi un communiqué édité par la FDSEA, assez intéressant dans le sens où ils nous disaient bon bah voilà, votre enquête c'est un peu rien de nouveau, quoi, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Mais justement, depuis les années 90, il y a un chercheur, on a retrouvé un document qui a fait une enquête sur l'ammoniac dans la région d'Inan en disant déjà, dans les années 90, il faut faire des études épidémiologiques, il faut qu'il y ait des talus, il faut prendre au sérieux cette question-là parce qu'il y a une pollution à l'ammoniac qui est très soucieuse. Et donc on est en 2021 et la FDSEA dit c'est quelque chose dont on est bien au courant et on met en œuvre des actions. Non, l'ammoniac en fait n'a pas baissé en Bretagne, il est même en augmentation de 3%, de 1% dernièrement. Donc pourquoi est-ce qu'on en est encore là ? Et si effectivement la Chambre d'agriculture ou le syndicat est bien au courant de cette situation, pourquoi ça ne change pas ? Donc, c'est une manière de délégitimer notre travail qui n'a pas grand sens, quoi. Alors, Gwen Vael, pourquoi mettre son nez là-dedans ? Pourquoi, quand on est journaliste, on se dit tiens, si je crée une ONG pour aller enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne, notamment, qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était nécessaire d'aller créer Splend, donc qui n'est pas en tant que tel une structure de presse, un journal, mais une ONG, c'est bien un statut particulier. Voilà, pourquoi être allé dans cette direction-là ? Fin handegogel bezoning, puis ik beklevik me seba longueur d'onde betegin. Fin e ganets plan bloasso, blanc mawa de ze vank, bris, ça fait de casseteni, juste voir. Gwenval de Lanoé. Juan Blanchard, Casetana. Donc, je vais parler en français ce coup-ci, malgré tout. Donc, c'est vrai que ce qu'il a en introduction, c'est une grande première pour peut-être Longueur d'onde, entendu breton à l'occasion de ce festival. Et c'est vrai que le Splend, c'est un média en français, mais aussi en breton, parité.
Et donc la création de Spland vient aussi d'un besoin que certainement la population et un manque pour même les journalistes en Bretagne, donc d'avoir un média d'investigation sur des sujets tels que traités. Puis displegramma et affine buzo bern kazeteno babris chanson eus ganzi buzo kazeteno braz gis West France peut-être en Telegram mais hier riwal gis France 3 buzo bern mais piso pavese au labour de badiabas rédaction de mosse doit lehel pis musged so beged gon lo da hanomie nuskedamzach devant de en klask van daschen nuskid ragedao leunio pagenu bemdi a zi a lake et a fin sa prévendre nous qui commençait à une classe coup bras brise blanc de conditions nous labor à gazeténérien y est quoi. Donc en Bretagne on a quand même beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de médias écrits etc., des médias locaux. Mais ce que dit Gwenvel, donc c'est les journalistes qui travaillent pour West France, Telegram et tous ces médias-là n'ont pas forcément le temps de mener des enquêtes, comme ça peut être le cas avec l'enquête sur l'ammoniac, même si ça progresse un petit peu. Donc il n'y a pas le temps parce qu'ils ont un travail quotidien, ils doivent remplir des pages. Quand vous voyez les pages de West France, elles sont assez importantes quand même. Donc c'est aussi un autre métier. Donc c'est un manque profond qu'il y avait en Bretagne. C'est-tu pas la wa de Genim Gasplan et à fin rei amzer rei ahand vid ma vichi kazetenien roed huermis vis de labor de kazetenien zo dober labor betege fin mais de agendral mais la rigoude ma personne. Donc c'est pour ça que Spland a été créé. C'était aussi pour donner la possibilité aux journalistes de travailler sur le long terme, de pouvoir enquêter sur 6 mois voire plus, pour pouvoir créer des enquêtes comme ce qui a été fait par Spland. En étant payé. En étant rémunéré correctement aussi. Je pense que c'est aussi un des objectifs de Spland. Donc, undra zo a Brisbane memestra ag zo liamet ga tout de pismom au l'air guiri et start ie pa vezer kazetener dieup petamon diabers kazetenu brasie ko gel diaben en agrobusiness pa breis ken bras ie en danvis ken poesus la com de square a Roperl la Coperle au Jean Arvor Jean-Jdine et en Ambregues kent ban département. C'est-tu Star Trek qui zidictri en danvis a gavechu et helbu de risklus a fait de labor mon da en classe war set danvechu evit guir. Vous autres d'agonta comptez de voir l'air de roi. Donc le sujet de l'agroalimentaire notamment est assez sensible, notamment dans les Côtes d'Armor. Gwenvel vient d'évoquer le cas de la Coperle, qui est un des plus grands employeurs du département. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a besoin aussi d'être protégé en fait, pour les journalistes qui sont peut-être plus protégés par Spland et pour pouvoir mener l'enquête. Comme vous disiez, je vois des visiteurs, mais risque-lou à bout de 8 gopres à gazeténérien, 8 pas viser au labour de square un danvis récis à dendes à pis en akemad quand on a labour douar, à gazotra non kemad, à goût disait et elle cambre à labour douar, pas ouest da gastitou. Ezizo Charlus memestra pa vezer o labour, neus ket muiañ ditou o henem gavout. Bouzo de ze, bouzo deus vit kazetenerien dieup, nelon ket a vecho at kavout de labour, ie. Setu vecho e helbout start vit bern a begou. Donc c'est le travail d'enquête comme ça peut être dangereux, notamment pour les journalistes qui le mènent. Ils peuvent être blacklistés. Ça arrive par les journaux qui peuvent les embaucher autrement, au quotidien. Il y en a qui ça arrive. Et autrement, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Voilà. Et aussi, donc, on peut être aussi puni en fait par les chambres d'agriculture si quand on travaille sur les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, ils peuvent aussi ne plus envoyer des renseignements, des actus, etc. Je peux donner un exemple. Morgane. Par exemple, là, pour vous montrer qu'il n'y a pas que nous. Dernièrement, il y a eu quand même quelque chose de très intéressant qui s'est passé entre France Bleu Brésil et le Stade Brestois. Alors moi, je m'intéresse pas du tout au foot, puis là, d'un coup, ça m'a intéressé.
J'ai appris que France Bleu Brésil n'était plus le bienvenu aux conférences de presse du Stade brestois avant les matchs. Ils étaient punis pour 1 an. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils avaient dénoncé une petite fête qu'il y avait eu dans les locaux des propriétaires du Stade brestois, qui sont les frères Le Saint, qui sont des agro-industriels de la région de Plabennec. Je dis des bêtises, non ? C'est à peu près ça ? Bourg-Blanc. Il y a eu une fête parce que ces 2 frères, ils ont et le Stade brestois de football et aussi le club de handball dont l'équipe féminine est très forte. Et l'équipe féminine revenait d'une compétition dans l'Est. Il y a eu une grosse teuf sans protection, sans masque. C'était l'année... Elles ont été championnes de France. Merci, c'est notre journaliste sportif. Et à la suite de ça, il y a eu un cluster. Et qui est-ce qui a parlé du cluster en premier ? France Bleu. Donc France Bleu, privé, puni pour 1 an. C'est eux qui donnent les règles, c'est eux qui disent comment ça va se passer. Puni pour 1 an, non, pas de conférence de presse quand même. Pardon ? Ça a été réglé. Vas-y. Non, donc les journalistes de France Bleu sont les bienvenus à nouveau au Stade brestois. Ah oui, parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre quand même, le Stade brestois. Hein. Le Stade brestois a été rappelé à l'ordre par le syndicat des journalistes sportifs. Alors il y a cette histoire. Après, il n'y a pas un tropisme breton particulier où il y a la fermeture des portes face à l'investigation. Il y a d'autres exemples en France. On peut penser au travail, je les cite, Hélène Servel, qui a travaillé sur les conditions de travail dans les travailleurs saisonniers dans le Sud-Est. On peut penser à Louis Viter, qui travaille, lui, sur Calais et la question des travailleurs, des sans-papiers et des migrants vers l'Angleterre et de ce que fait la police là-bas, en déchirant des tentes, etc. Il y a aussi ce qui s'est passé avec la loi sécurité globale. Faut quand même rappeler le nombre d'agressions qu'il y a eu durant cette mobilisation contre les gilets jaunes. Pardon, je me reprends. Il faut quand même rappeler le nombre d'agressions qu'il y a eu de journalistes durant les mouvements sociaux des dernières années et cette loi sécurité globale qui restreignait fortement la liberté de circulation et de travail même des journalistes et au-delà de tous les reporters et documentaires indépendants dans les manifestations. Néanmoins, il y a quand même une question qui se pose et on va écouter un dernier extrait. C'est finalement, quand on fait tout ça, on va dans un sens, on va essayer d'expliquer, de démontrer aussi certaines filières, certains mécanismes. Mais est-ce qu'on ne se planterait pas ? Je vous propose d'écouter Georges Gaillardon, responsable de Triscalia. Les journalistes sont là pour divulguer de la vraie information et pas pour cracher du venin. C'est la Xème fois qu'elle menace donc les responsables de coopératives, les élus. C'est un comportement qui n'est pas digne d'un journalisme. Est-ce qu'elle veut se faire un nom au travers de ça ? Parce qu'aujourd'hui, Madame Large, ici, personne ne la connaît. Donc aujourd'hui, elle veut peut-être se mettre en avant en tapant sur le dos des autres. C'est du harcèlement. Vraiment, je la pose en blaguant, mais quand même, c'est une question. Et si on se plantait ? Et si ça se trouve, s'ils faisaient vraiment des efforts, cette agro-industrie bretonne, et qu'on s'en prenait vraiment beaucoup à eux, alors qu'il y en a quand même bien pire qu'eux. Qu'est-ce que tu en penses, Morgane ? Ici, on se plantait. Alors, je suis persuadée, oui, qu'en effet, ils font des efforts pour rattraper les consommateurs à tout point de vue. Enfin, tous, ils font énormément de greenwashing. Ils font parfois même du braisewashing qui est insupportable parce qu'ils utilisent des noms bretons à tout va et personne ne parle breton là-dedans et personne ne défend la langue bretonne. Voilà, moi, je menace et je harcèle. Mon outil de travail, c'est quand même un micro. Enfin, je suis pas gaulée en plus comme une catcheuse, quoi. Enfin, je menace, je harcèle. Non, mais le problème, c'est que ils ont écrit un roman régional agricole. Ils continuent d'ailleurs par leurs organes de communication qui sont à leurs mains. La presse agricole, elle est intégralement aux mains des coopératives, des grands groupes et des chambres d'agriculture. Ils continuent de distiller cette espèce de fable qui est magnifique en évacuant tous les problèmes. Ils nous disent mais il y a des harceleurs qui disent que la Bretagne est polluée. Mais c'est pas vrai. Sinon, on n'aurait pas gagné autant de population. Enfin voilà, vous voyez bien que la Bretagne n'est pas polluée. Enfin, ils ont des arguments terribles. Et puis l'argument de dire cette femme, elle cherche à se faire connaître. Il dit même pas femme, il dit Madame Large. Ça me fait penser à Patrick Poivre d'Arvor lorsque les premières femmes ont
ont commencé à dénoncer les atteintes qu'elles auraient subies avec Patrick Poivre d'Arvor, et il y a eu des gens très mal intentionnés qui ont dit qu'elles avaient sans doute un bouquin à vendre. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Il y a quand même une inversion, effectivement, de la charge. Mais c'est toujours eux les victimes, évidemment. Oui. Ce sont toujours eux les victimes. Et c'est les journalistes les harceleurs, alors qu'on rappelle quand même, toi tu as subi du harcèlement, des menaces, des choses comme ça, directement jusqu'à même chez toi. Oui, moi je j'ai jamais pénétré dans un élevage sans y être autorisé, je vais pas dans les usines non plus sans y être autorisé, j'ai l'impression que je fais de manière assez réglo mon boulot quand même. Gwen Vael? Ja, rond-moi juste là, ma vie, j'ai compris ma triskalia, na zo dut, de vous dans une mregeres, bras pontus, also vraiment eureden et en eau. Aran, peu million à royo, zo beroet, a fait de action nous, et fin, gan a randvro, de la R&D, et aran public, vraiment, ara bers de zon mregeres, c'est une équipe ne se force plus. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'argent public aussi intègre ces grands groupes-là, comme Eureden, Triskalia. On y va au Cogil du street. Ouais, Triskalia, Galardon, Centre-Bretagne d'ailleurs. Est devenu Eureden quand ils se sont fusionnés avec Dossi. Eureden, c'est du breton d'ailleurs. C'est d'ailleurs un mot breton génial que personne n'utilise. Donc, ça n'existe pas. Ouais. Ils ont inventé un mot, Eured, c'est les noces, et eux, ils ont fait un singulier à partir d'un pluriel. Ça ferait une mariage, si vous voulez, en français, quoi. C'est beau, ça fait breton. C'est bon le breton. Donc il y a 5 millions d'euros d'argent public. Action, nous. D'actions, l'ODENU, quoi. Qui ont été versés par la région à cette entreprise. Ça l'a aidé vraiment, et même intéresse tout. Donc c'est les mêmes intérêts, privés, publics et... Puis a fait démocrate, bon, Bouzo Gouleno de Zévelier. Ce qui pose des questions démocratiques, quoi. Mais de Randma Uspenendra, du Aben en Intersardenzi, au Jojdin Braoui-Gawar, a filmé des Benondin Galardon, au Tufa Ousmorgan, à juste de 31, Pokesdin, ou à des Européens d'Orsara, l'air m'a biché écrivait litige. Donc l'interview de Galardon a été filmée. Ce que trouve intéressant Gwen Vael, c'est que derrière Galardon, enfin Georges Galardon, pardon, donc il y a tout un tas de dossiers avec un dossier litige. Ouais, un gros, très très gros. Enfin, gros. Comment on fait aussi pour se protéger? Soit on protège ses sources, ça on va dire qu'on sait le faire dans notre métier, mais se protéger soi, c'est un enjeu, aussi un enjeu, Caroline, quand on est pigiste, parce qu'on ne dépend pas directement d'une seule rédaction, on travaille pour plusieurs médias. Il y a un enjeu de aussi, entre guillemets, pas se griller, parce que est-ce que si je vais publier là-dessus, je vais pouvoir publier pour tel autre média? Voilà, comment on joue avec ça? Comment toi, t'as réussi à composer avec cet enjeu de te protéger déjà ton travail? Je peux commencer par dire que moi j'ai commencé à faire de l'investigation à l'étranger, en fait, en Argentine, en Patagonie, et j'étais tout récemment indépendante, pigiste, et en fait je suis allée enquêter là-bas sans aucune commande ni projet de publication. Donc j'ai fait mon travail d'enquête, c'était sur l'accaparement de terres rurales par le groupe Benetton, puis un milliardaire anglais aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais sur un terrain très très sensible. J'avais mes interlocuteurs, c'était des journalistes de radio associative qui étaient menacés. Plusieurs radios ont été incendiées. Voilà le contexte. Sauf que j'étais perçue de manière assez inoffensive, je pense, par les acteurs en place, parce qu'en fait, si j'avais pas de rédaction comme Le Monde derrière moi, ils pensaient que voilà, je faisais mon truc dans mon coin. Et en fait, je reviens en France et je publie mon travail de manière très, sécurisée, quoi. Voilà toute la différence entre... Et c'est la même chose quand un journaliste d'une rédac parisienne vient en Bretagne et fait son travail en ayant des intermédiaires comme Morgane, en fait. On s'expose pas du tout de la même manière. Et ouais, je trouve que c'est important de le dire, quoi. C'est le risque qu'on prend quand on travaille là où on habite ou pas, il est vraiment pas le même du tout. Et alors pour reprendre le fil de la question, quand on est pigiste, en fait le premier risque il est individuellement un peu économique, parce que c'est quand même pas du tout rentable de faire du travail d'enquête. Dépasser plusieurs mois, voire un an, parfois c'est le temps qu'il faut quand on n'est pas à temps plein sur un sujet parce qu'il nous obsède, parce qu'on a envie d'aller au bout. Il y a très peu de
de médias, de journaux qui vont financer convenablement ce genre de travail. Et du coup, c'est compliqué d'être payé à la pige au nombre de feuillets pour ce genre de boulot. Donc voilà ce que Spland peut permettre, comme le fait Disclose, et sûrement d'autres, de pouvoir développer de pouvoir financer convenablement ce genre d'enquête. Et quand on est pigiste, en plus, on est souvent esseulé. Sur des sujets sensibles, c'est compliqué de se mettre en avant sans une rédaction qui nous soutient vraiment derrière. S'il y a des procès en diffamation, comment est-ce qu'on sera soutenu ou pas, ça pose des questions. Et encore plus quand on est, comme on dit, fixeur, comme Hélène Servel, dont vous avez parlé, où on se retrouve vraiment très seul et c'est souvent des situations qui arrivent souvent dans l'ombre. Là, il y a eu une médiatisation, heureusement, mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes dont on n'entend pas parler qui sont exposés à ce genre de situation. Ouais. Et à Spland, du coup, comment vous avez aussi pris en charge cette question des risques ? Je pense aussi également aux risques juridiques. Est-ce que vous avez tout simplement pris un conseil juridique dans votre budget ? Comment on se blinde en fait sur des enquêtes où on sait pertinemment qu'on n'aura pas le droit à une erreur, sinon on va nous tomber dessus directement. Advocalis, déjà, vid Adlen Peptra, Aziz ou Ziv et Grid vid Pepem Klask. Donc, Spland travaille avec des avocats pour leur donner à lire aussi toutes les enquêtes pour être sûr que tout ce qui est dit ne sera pas envoyé, regardé comme en diffamation. A Guspenze fin buzo kasetineren, also avec kaset de la boue de Wandaschen, d'un Klask, diabers a gevediges, diabers Spland, so de skipaiat kasetinerienal, a Julvat, Husulemban, also vid Adlen Peptra a Squazel a rezo Wandaschen. De la idée est Davad labor astrol. Donc Spland mandate des journalistes pour aller faire des enquêtes, mais ils sont soutenus aussi par un conseil d'édition et qui relie aussi toutes les enquêtes pour que ce soit nickel. Et les aider aussi au quotidien à mener leurs enquêtes. Mais de Zuré, Péguir et Ken Kizidik en affaires. À la Bourdoire, da e jonja lieg a peu tituro vo en bannet, da square en un classe divie, diaben en ammoniac. Moyennois, dim emban, en 8 pep embreguez la Bourdoire, pep ti ferme, a hementot, récis, a vigé disclériet, gâté, à ammoniac, vigé dilos quel banner. Donc faire très attention aussi à ce qui est dit, publié. Donc dans des enquêtes comme celle qui a été éditée là, donc vous pouviez aussi publier la proportion d'ammoniac envoyé dans l'air par chaque ferme en fait. Bien pebras, grande ou petite. Et ça vous avez choisi du coup de pas le faire de cette manière-là. Non. C'est-tu à pesobe divise des cuites de vous target vel agribashing nous on capeta pesobe divise et kemer juste arriveras. Donc ils ont décidé de sélectionner seulement les grandes exploitations plutôt que les petites comme ça. Il y a moins de risques. Rag da Jean-Jolier pesser penons y jeu quand laborer en dur à zo bien peut se risque vo vite ma vez un bon être vous va au chouk avec chaud et elle bout de start. Donc aussi c'est une façon aussi de protéger les petits agriculteurs qui peuvent être plus mis en difficulté que les gros agriculteurs. Donc c'est aussi un des soucis des enquêtes de Spland, c'est pas taper sur les agriculteurs coûte que coûte quoi. Et du coup lutter contre le discours aussi qu'on vous accuse souvent d'être dans l'agribashing et donc là justement faire attention à qui on s'attaque finalement dans l'agriculture. Morgane, même salir la Bretagne. Hein ? On est même accusé de salir la Bretagne. De salir la Bretagne. Et comment, toi, Morgane, tu te protèges aujourd'hui, vu que toi, ça a quand même été très loin dans l'atteinte sur ton propre travail.
Alors c'est quand ton travail a été relayé par un média national qu'on est venu vraiment fortement t'impacter. Quels sont, toi, tes outils pour te protéger ? Alors moi, j'ai quand même... je suis portée par Splend aussi, parce que j'ai découvert une nouvelle façon de travailler. Déjà, qu'on n'est pas tout seul sur certains sujets. Après, on garde plus nos infos pour nous, quoi. On partage nos infos. C'est plus moi j'ai l'info, lui il l'a pas. On s'en fout. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut travailler bien. Et en plus, Splend a montré qu'on peut s'emparer de sujets qui sont plus du tout chauds, des sujets froids, c'est-à-dire ils sont loin de l'actualité, et puis les mettre en avant et créer vraiment quelque chose de très intéressant. Alors moi, comment je me protège ? Donc Splend, ça m'aide beaucoup, ça me porte. Après, moi, on m'a dit de mettre des caméras chez moi, des serrures, des machins, de mettre que des boulons anti-vol aussi sur ma voiture, enfin bon, n'importe quoi. Et je trouvais que c'était un trop gros sacrifice par rapport à ma vie privée, en fait, de tout changer, parce que c'est pas moi, enfin c'est pas ni moi ni mon lieu ne ressemble à ça. Donc j'ai refusé ça. Et dernièrement, je suis allée à la manif des porchers à Saint-Brieuc là. C'était chaud, hein, parce qu'il y a une crise porcine forte. C'est pas dur. Je suis restée au moins 5 heures sur cette place. J'ai fait tout le tour de la place. Et au début, il y avait aucun qui voulait parler, mais à aucun média, aucun éleveur. À la fin, tout le monde parlait. Tout le monde a échangé avec moi. Et le seul souci que j'ai eu, c'est en toute fin de soirée, pendant les discours et pendant le discours de l'UGPVB, l'Union pour la viande bovine en Bretagne, pour la viande, pardon, en Bretagne, j'avais mon micro qui était tendu comme ça, voilà, pour prendre le son de la scène, et j'ai senti un coup dans mon dos, je n'ai pas trop fait gaffe, j'ai ressenti un coup, et là je me suis tournée, et il y a un gars qui m'a dit, qui était tout masqué, qui m'a dit toi on te connaît, tu poses pas de questions, parce que je venais de poser une question au président de l'UGPVB. Et je voulais quand même que mon son soit bon, donc j'ai pas tourné mon micro vers ce gars-là, mais on l'entend un peu sur la bande, et je lui dis quoi, je suis journaliste, je pose pas de questions, enfin c'est quoi cette histoire, quoi. Il me dit non, on te connaît, tu poses pas de questions, t'as pas le droit de poser des questions ici. Je dis mais je fais mon métier, enfin mon métier c'est de poser des questions, enfin toi tu fais ton métier, moi je fais mon métier, enfin, je sais pas si je l'ai tutoyé. Et puis après je lui ai demandé d'enlever son masque pour que je le voie, et il a pas enlevé son masque. Mais c'est vraiment le seul problème que j'ai eu, et même les gens qui étaient autour de moi que j'avais interviewé avant, ils étaient très surpris que je puisse être prise à partie de cette façon-là. Enfin voilà, c'est quand même c'est des gens puissants mais minoritaires. Et moi, ça me rassure aussi de me dire que je peux encore aller dans une manif et je me fais pas taper dessus, quoi. Et dernièrement, j'ai croisé un paysan aussi. Il me dit mais on discute. Il était sur son tracteur, puis il me dit mais vous n'êtes pas la fille là, Radio Création ? J'ai dit si c'est moi. Il dit ah bah je devrais vous casser la gueule alors. Je dis ouais non peut-être pas aujourd'hui. Il dit mais non je rigole. Enfin je devrais vous casser la gueule. Ça veut dire que c'est quoi le mot d'ordre, quoi ? D'où ça vient ? Enfin tout ça. C'est assez inquiétant quand même, voilà. Mais bon, heureusement, les gens sont raisonnables et ils continuent de réfléchir. Tant mieux pour nous, pour moi, pour Splend, voilà. Dans un pays démocratique et particulièrement équilibré au niveau des équilibres des pouvoirs, je voulais savoir aussi quel conseil peut-être, parce que dans la salle, je pense qu'il y en a certains qui aimeraient faire la même chose, d'autres comme moi qui essayent plus timidement, même si on n'a pas le réseau de journalistes bretons. Quel conseil vous donneriez à des jeunes ou moins jeunes journalistes qui veulent faire de l'investigation sur un territoire où ils vivent, par exemple, et sur des sujets dont ils savent que c'est pas forcément le truc qui est attendu, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux camarades et collègues ? BRB, Phrasen, passe n'a jamais quitté Noël, c'est tout. Donc, rapidement, ne restez pas tout seul, surtout. Très bon conseil. On rappelle qu'il y a des collectifs de journalistes qui se sont montés un peu partout dans le pays, alors plutôt dans les villes, et que effectivement ça aide beaucoup. Tu l'as dit, de partager les informations parce que du coup c'est moins difficile. Au niveau international, il y a eu même sur des choses plus graves avec des journalistes dans le monde qui ont été assassinés. Et du coup, il y a des consortiums de journalistes qui se sont créés. Forbidden Stories, par exemple. Voilà, Forbidden Stories, c'était ça, qui permettent de poursuivre les enquêtes sur lesquelles les journalistes, je pense à une journaliste à Malte, j'ai plus son nom en tête. Et Regina Martinez, il y avait une Mexicaine là, sur laquelle ils ont travaillé. Là. Et il y a une Mexicaine aussi, et donc poursuivre le travail pour bien montrer que même si
même si jusqu'à l'extrême, ça va jusqu'à tuer quelqu'un pour son travail de journaliste, eh bien le travail de lui-même ne sera pas arrêté et se poursuivra. C'est quand même des initiatives encourageantes, même si ça fait froid dans le dos. Mais bon, avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y a eu aussi des enquêtes qui se sont arrêtées parce qu'on a fait arrêter les gens. Peut-être Caroline, je sais pas, toi, dans ton travail, qu'est-ce qui t'aurait manqué peut-être ou que tu aurais eu intérêt à avoir plus tôt dans ton travail d'enquête pour t'aider? Je vais dire la même chose que Gwenval, hein, c'est toute la différence est entre travailler de manière esselée ou avoir une équipe derrière soi. Et puis une équipe, même quand on est pigiste et qu'on a des rédacteurs en chef bienveillants, sur des travails d'enquête assez longs, moi j'ai jamais eu un accompagnement comme celui que j'ai pu l'avoir avec Splend. C'est hyper important et ça fait du bien. On se sent, même si on n'a pas le besoin, en tout cas on se sent protégé et soutenu. Donc je regrette pas de ne pas l'avoir eu plus tôt. Je suis surtout contente de l'avoir trouvé aujourd'hui. Mais ouais, voilà principalement ce que je peux dire. Après, ne pas rester seul, oui, c'est important. Et il y a des techniques d'enquête qui sont importantes de partager aussi entre pairs. Donc je parlais tout à l'heure de tout ce qui est donné en source ouverte. On appelle OSINT en anglais. Ouais, voilà. Et puis s'il y a des soucis, des menaces, des tentatives d'intimidation, de les exprimer, d'essayer de les visibiliser, de les médiatiser tout de suite. En fait, je pense que c'est très important. Et je pense que c'est Morgane, tu pourras le dire aussi. Moi, j'ai porté plainte quand même. J'avais jamais porté plainte de ma vie. J'avais déposé une main courante la première fois qu'on est venu chez moi, puis la seconde fois, j'ai fini par porter plainte sur 2 volets. Un volet pour dégradation pouvant entraîner des blessures, et un autre volet que je trouvais très important, c'est atteinte à la liberté d'expression. Et la plainte, elle aboutira peut-être pas. Déjà, le temps de la justice, c'est très long. Moi, j'ai été auditionnée, je sais pas, mars, avril, mai, juin, juillet. 5 mois plus tard, la première fois que j'ai été auditionnée par un juge, c'était 5 mois après. Ça a duré 3 heures. Mais le fait qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, ça veut dire qu'il y a un commissaire de police qui auditionne des gens. Et être auditionné, c'est pas anodin. C'est une forme de rappel à la loi aussi. Parce qu'on évolue et on travaille dans un monde où, il y a une réalité économique assez tragique. Le Centre-Bretagne, c'est quand même la fuite des services publics, des aires médicales, et puis l'agro-industrie qui grossit comme un crapaud là, et qui est très puissante. Eh bien, et ça constitue aussi, on a l'impression qu'il y a un ordre social qui est établi par l'agroalimentaire, par chez nous, qui dicte ses propres lois. Eh bien non, là, il y a ce commissaire qui auditionne des gens, comme le monsieur que vous avez entendu tout à l'heure, comme certains hommes politiques aussi, et c'est une forme de rappel à la loi. Donc même si on ne trouve pas qui est venu chez moi, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est très important qu'on trouve qui est venu chez moi, il y a un rappel à la loi et on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à un journaliste. Et on rappelle, oui, que dans ton travail au quotidien, tu ne fais pas que non plus les sujets agroalimentaires. Non, je vais relever les services publics, les luttes sociales, les luttes culturelles. Enfin, voilà, je travaille dans une petite radio, je fais tout. Je vais dans les châteaux d'eau, relever le compteur d'électricité comme hier. Voilà. Non, c'est ça. C'est bien d'avoir le Splend justement pour faire de l'investigation, parce que moi, on me demande de produire tous les jours, de changer de sujet, de faire du généraliste, de faire de l'institutionnel, d'aller faire un truc avec l'Office du tourisme, enfin bon, plein de choses. Et justement, quand on mène des travaux un peu plus longs, c'est sur notre temps personnel et c'est pas payé. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant qu'il y ait des médias comme Splend qui existent. Merci beaucoup. Et puis du coup, je vous propose de prendre un temps et d'échanger avec la salle. J'imagine que vous avez certainement les unes les uns des questions. Madame au fond, peut-être. Alors, pour Covid, etc., posez la question et puis on va la répéter. Alors, je vais juste donc synthétiser la question. Tout le monde a entendu, mais c'est pour l'enregistrement. Voilà. Donc, une personne dans la salle témoignait que
Elle remerciait Splend pour son travail et saluait la volonté d'appeler au collectif pour pas rester seule, mais qu'elle était assez effarée de voir au quotidien, notamment sur les sujets écologistes et féministes, si je ne me trompe pas, le nombre de personnes qui sont seules et qui subissent des intimidations et qui vivent ça au quotidien en étant seules. Je vous laisse répondre. Non, juste ne skimmer dans écologiste peut-être kazetenérien, ni on ne chance kazetenérien de vous de guariser d'un temps par un drôle, mais de paysantes, jonjdin, pas vu des heures paysans, à einep à coopératif, à her boostart, à skalstarter get pis vb genim. Donc, ce que dit Gwenval, les journalistes ont de la chance parce qu'ils peuvent être aussi protégés, peut-être pas par les lois, etc. Mais par contre, la situation des agriculteurs qui veulent dénoncer certains sujets sont quand même beaucoup plus fragiles et mis plus en danger quasiment, parfois. À du on modal, il y a Brice, mesuroir et un temps même smodier, les en hiver à Destillo, Veroedim, tud guasket blanc de m'avait des opératives au Stom à NFTP et Bouzobern à Testillo Fulstré. Donc il y a beaucoup de témoignages de la part des agriculteurs ou autres qui ne sont pas forcément publiés. Il y a de l'agroalimentaire aussi. Voilà. Donc témoignages beaucoup de témoignages mais qui ne sont pas publiés parce que les gens ont peur. Ah non, mais là c'est... Et là, notamment dans l'agroalimentaire, quand il y a des ouvriers qui témoignent, ils ont extrêmement peur. Par exemple, je vais parler d'Inès Léraud qui a fait une enquête sur Chéritel, un industriel guingampais qui étiquetait des tomates qui venaient d'Espagne française. Il les étiquetait françaises et puis il a été aussi condamné pour du travail dissimulé de salariés étrangers. Eh bien... elle a recueilli des témoignages, elle a assuré aux gens qu'elle maintiendrait leur anonymat. Et lorsque Chéritel a fait un procès en diffamation à la suite de son travail qui a été donc publié sur Basta, le procès en diffamation l'obligeait à désanonymiser ses sources. C'est-à-dire qu'un témoignage anonyme n'a pas de poids devant un tribunal. Donc il lui fallait la carte d'identité, copie de la carte d'identité des gens qu'elle avait interviewés, en fait, alors qu'elle leur avait dit... Et finalement, Chéritel retire sa plainte à 3 jours de l'audience. C'est vraiment le truc pour déjà surcharger les tribunaux, précariser les journalistes qui ne peuvent pas bosser pendant ce temps-là parce qu'ils sont en train de préparer leur défense. Et c'est des dizaines de photocopies, des machins, de recueillir des témoignages. Et au bout du compte aussi, donner des infos à la partie adverse qu'on n'a pas envie de donner, quoi. C'est ce qu'on appelle les procès Bayon. D'ailleurs, il y a un groupe médiatique, Bolloré, qui est spécialiste de ça. Et donc, ça ne touche pas que l'agroalimentaire, ça touche les opérations, par exemple, de France-Afrique. Ça touche la concentration dans certains groupes industriels. Voilà, ces intimidations se retrouvent aussi dans la presse économique quand tu enquêtes sur des groupes automobiles ou des choses comme ça. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas non plus une spécificité agroalimentaire. Par contre, vous êtes particulièrement, effectivement, nombreux et nombreuses à travailler sur ces sujets-là, notamment en Bretagne. Caroline ? Non, en fait, je pense à un exemple très très récent. C'est alors le journaliste dont je suis désolée, je me rappelle pas de son nom, qui vient de sortir un livre et une grande enquête sur dans les EHPAD, la gestion privée dans les EHPAD. En fait, on lui a quand même offert 15 millions d'euros pour arrêter son travail. Et il les a pas acceptés. Il les a pas acceptés. En l'occurrence, là, c'est un homme et il travaille sur un autre sujet que l'agroalimentaire. Mais à partir du moment où on s'attaque à des groupes privés comme ça, où il y a des enjeux, des rapports de force et de pouvoir énormes, en tant que journaliste, oui, on doit sans cesse, assumer, défendre sa liberté de travailler et de s'exprimer. Mais je pense que des exemples comme cela sont nombreux et dans tous les domaines. Après, est-ce que, comme vous le disiez, est-ce qu'il n'y a pas aussi on a une phase où l'investigation a longtemps été déjà beaucoup des hommes, en tout cas ceux qu'on entendait c'était des hommes seuls et puis avec un profil très viriliste, on pourrait dire, de ce sujet-là, qui étaient dans des rédactions un peu les hommes de l'ombre, les barbouzes, enfin il y a eu beaucoup cette image de l'investigation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui elle change, notamment avec des projets comme Splend, avec Disclose, avec des collectifs de journalistes, et que peut-être il y a toujours eu peut-être des gens qui étaient dans le silence, y compris des journalistes qui ne pouvaient pas travailler sur ces sujets-là, et que justement là on a des outils aujourd'hui plus collectifs qui permettent peut-être de mieux travailler, ou je suis trop optimiste peut-être, je sais pas.
Morgane Moi, il y a quand même quelque chose que les gens ne supportent pas, ils ont assez raison, c'est la connivence entre les journalistes et le pouvoir, et la politique. Enfin, moi, je peux difficilement parler d'autres sujets, et notamment des sujets économiques, mais en ce qui concerne la presse agricole, quand j'ai discuté avec des gens qui étaient en charge de la page agricole à Ouest France et que je leur demandais s'ils n'avaient pas subi des pressions, ils me disaient « Oh, on s'engueulait, puis après on allait bouffer au resto, quoi. » Enfin, moi, je ne vais pas au resto avec ces gens-là. Enfin, voilà, Hubert Couturier, à son anniversaire, dans sa villa à Carantec, Hubert Couturier, donc le Télégramme, il y a Richard Ferrand, il y a Jean-Michel Blanquer, il y a François de Rugy. Enfin, voilà, typiquement, nous, on n'a pas le profil à aller dans les restos 3 étoiles. Enfin, voilà, c'est tout. Ouais, on mange des crêpes à Rostrona. Voilà, c'est sur le marché, en plus, à dehors. D'autres questions ? Madame ? Alors, le modèle économique de Splan et des ONG d'investigation. Et on doit être à la voie de ce même signe à Disclose. De la RD, vi roe dahandim ganondut gonohuit. Donc le modèle économique, c'est le même que Disclose, c'est qu'on Splan s'appuie sur les dons des personnes qui souhaitent aider l'association. On peut le faire aussi sur Internet. C'est un peu plus moderne que la boîte Caroline, mais oui. C'est pas mal quand ça, même. la modernité, Ça vient tout droit du centre-Bretagne. On rappelle que vous avez réussi votre campagne de collecte, d'ailleurs. À 40 000 euros d'inon blaves. 100 000 euros ont été récoltés en une année. On dit fort à Gazo quand Disclose ve tapet kalzig à hand de ce penonsta kevredigation philanthropique qui m'avait là genomni et dreistol en dut. Donc la différence avec Disclose, c'est que Disclose bénéficie de l'argent de certaines associations philanthropiques et aussi des gens, mais Splan, pour l'instant, n'a pas cet argent-là. Mais en dut de dreistol, quoi. C'est d'abord les individualités, comme vous, madame, si vous voulez. Mais Modal a fait de... Pave la kedagos en danvezi et a fini en arrant vers roed gondut, mais sapre labor a yulvadi et veget. Dans la RD, ve goprut a rezo va andachen, kazetenerezet o labu an andachen, mais tout de peures de labor a zo sapre hini et vegret gondut a yulvad. Donc une grande partie du travail aussi effectué par des bénévoles. Donc il y a des journalistes qui sont rémunérés, comme par les bénévoles comme Gwenvael. Mais autrement, il y a un gros travail, notamment pour récupérer ces 100 000 euros qui étaient faits par les bénévoles de l'association. C'est une association aussi, Splan. Donc c'est aussi la base, et c'est une particularité peut-être bretonne, hein, Gwenvael, parce que l'associatif en Bretagne est fort. Plige radim la bourre de Gadar. Ouais, il aime bien travailler sans gagner de l'argent. C'est la différence. C'est pour ça qu'on fait de la radio. C'est pour ça qu'on fait de la radio. Alors, la question c'est, est-ce que 100 000 euros, pour vous, c'est un succès à Splan ? Ja, wat? Oui, bien sûr. Mais un temps, un temps à drugare d'Aris au Tivunte, au Rojou, Morgan Large, ragom digouet de maré l'air ma waris que j'ai al tirben en agrobusiness ba brace pes na wake ne bet blave jouso. Donc c'est un succès, et c'est un peu aussi grâce aux personnes qui sont allées démonter les roues de la voiture de Morgan Large il y a quelques mois. Est-ce que c'est pas juste en plein milieu, qui a fait le coup, en fait? C'était aussi en fait un peu à la mode de parler de ces sujets-là. Enfin, c'est toujours. Peut-être rajouter que, pour donner un ordre d'idée, quand Mediapart s'est créé, c'était un peu plus d'1 million d'euros qu'ils ont monté. Et quand Mediacité, qui est un autre système d'investigation qui s'est construit sur civil, j'en parle parce que j'ai travaillé un peu avec eux, Toulouse, Nantes, Lille, Lyon, 4 villes, et d'autres viendront, eh bien c'était 300 000 euros, la levée de fonds nationale, avec l'idée de... On est dans différentes villes, et donc on a des investisseurs, certes, de certaines villes, mais qui ont pas des intérêts dans d'autres villes. Et donc, chacun finance l'enquête. Bon, ils ont encore fait une campagne de dons cette année pour s'en sortir d'abonnement. Mais voilà, ça reste fragile, mais c'est vrai que 100 000 euros, ça vous permet de tenir combien de temps, en fait, globalement, là ? Combien d'enquêtes, quoi. Combien d'enquêtes ? Erfin, vous avez payé d'un clask à trial waring. Donc, il y a eu une enquête qui a été payée grâce au
c'est pas des 100 000 euros, mais et donc ça va permettre de financer 3 enquêtes qui sont en cours. Ron ma ouspenna memestra, mazi be kemena aran redim et talvier zo be berntut babreis, me dit ba broyoal, mais berntut babreis agawa o hortos vigé de zaractres mos. A dava non be dougenet gant an dut evel ma vefem o kemer pers bar ze lusk un dra zo change babreis. Donc si ce plan a réussi à récolter autant d'argent, c'est parce qu'il y avait aussi une attente de pas mal de gens en Bretagne, mais ailleurs aussi. Donc c'est aussi un mouvement qui est dans la société qui a permis cette levée de fonds. Alors, allez hop. Alors la question c'est, est-ce que c'est pas un problème que ce soit les citoyens qui financent systématiquement ces enquêtes-là, ces médias-là? Notamment, il y a aussi ce fonds pour la presse libre qui est en train d'être créé, mais qui est aussi financé par des citoyens. Est-ce que c'est pas une mission de service public, en fait, de devoir faire ces enquêtes-là L'info est un bien public, déjà. L'info est un bien public. Oui, mais il n'est pas financé forcément par les aides à la presse. Je veux dire, ce plan n'a pas d'aide à la presse et je ne pense pas que vous allez les demander. Gwaledvo, me betigen vo kegret, non? Mais gege a duon gant de breder, mais peso choix o d'ober ma ve golen et arhan digon a randvro la com, also arhan public. Baia, mais fin gispez mo la red bremag a randvro, also pres da rei 1 million da eureden, da la rede vel radio you giz radio you bien, petamant media you bien, mosse, peut se risclou vo kemere genim ie a fet gwask. Zezo sapreku denie. Zur mezo a squeeze ie da rea ran vi kad kazet nou brau agal, mais pense penaos a service boutin ne ket kemese war risque nebel. Donc le problème c'est aussi, donc Gwenval est d'accord avec ce que vous venez de dire, mais si on reçoit de l'argent public de la région par exemple, la région elle peut aussi donner 5 millions d'euros à Eureden, donc c'est sur plusieurs tableaux, et les journalistes aussi pourraient avoir plus de pression sur eux s'ils étaient financés par l'argent public, quoi, notamment en Bretagne, quoi. Les subventions, effectivement, posent aussi d'autres dossiers. Il faut réfléchir à d'autres formats, ce qui t'est dit. Alors, on va arriver bientôt au bout. Donc, une ou deux dernières questions, peut-être, madame? Et ce plan, c'est gratuit. Hein. L'accès, Le Monde, il y a un accès payant, quoi. Enfin, voilà, une dame dit que, effectivement, on met à disposition gratuitement nos enquêtes. Le Monde, effectivement, fait des enquêtes déjà, notamment sur l'environnement. Pourquoi créer une ONG et pas une association et pas juste un média? Et Erfin et Nemed une affaire qui ONG Kevredigis memstra. Donc c'est une question de communication, une ONG ou une association, c'est la même chose. Mais on peut. Oui domni bas statut joue et memstra. Dans les statuts de l'association, c'est la même chose. Loi 1901. Après, on peut peut-être préciser, je ne sais pas si ça a été fait, que en fait. Nos enquêtes sont publiées à travers des partenariats avec d'autres médias. Là, en l'occurrence, il y a eu Mediapart, France 3 Bretagne, le réseau des radios associatives en langue bretonne. Donc, c'est aussi ce qui nous distingue d'un média. On préfère dire, enfin, on est une ONG d'investigation, on produit de l'investigation, mais on n'est pas un média en tant que tel, puisque en fait, on existe. Enfin, nos enquêtes peuvent être lues de manière gratuite à travers des partenariats avec d'autres médias amis. Voilà, c'est ça aussi qui fait notre définition. Dernière question. Alors, une question vraiment sur... Et quel impact, en fait, de tout ça? Airbrace, par exemple. Une vraie question qui se pose d'ailleurs pour les investigations aujourd'hui, être journaliste d'impact. Les capteurs d'air, là. Ah oui. Et comment on ne se démoralise pas en voyant le peu d'impact? En tout cas, par rapport à l'enquête sur l'ammoniac, on était assez satisfait d'apprendre que l'association de surveillance de la qualité de l'air, Airbrace, a pu obtenir un financement très important pour acheter un, voire plusieurs, je ne sais plus, nouveaux capteurs pour mesurer la teneur en ammoniac dans l'air en Bretagne, notamment grâce aussi au travail qu'on avait pu faire.
Ça les a aidés. Parce que eux, ça fait des années qu'ils demandent des subventions et qu'en fait, l'ammoniac n'était pas encore considéré comme suffisamment préoccupant pour qu'on leur donne cet argent-là. Donc là, par exemple, c'est vraiment typiquement le genre d'impact qu'on souhaite avoir. On aime dire qu'on croit en un journaliste de transformation sociale aussi et d'intervention, qu'on se place aussi à cet endroit-là où ce sujet-là, comme la pollution de l'air, peut être investi par les citoyens et à travers la mobilisation sociale, la médiatisation, amener à des changements, des nouvelles réglementations, pouvoir faire pression aussi sur les pouvoirs publics quand il y a de l'inaction, quand il y a de l'inertie, quand il y a des angles morts. Ouais, des angles morts, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais fait une enquête sur le poulailler de Langoëlan, oui, mais... oui, alors c'était, je crois pas que c'était à Langoëlan. Plodrin. Ah ouais, c'est Plodrin. Ouais. Oui, effectivement. Un collectif de riverains, militants qui souhaitaient en fait lutter contre la mise en place d'une grande ferme-usine, un poulailler, peut-être chez eux, ont pu aussi mobiliser notre enquête comme un élément bien sourcé pour amener des chiffres sur les risques que cette implantation pouvait avoir sur leur environnement. Et donc, je me rappelle plus du résultat, mais en tout cas, ça a été très important. Et c'est aussi ça qu'on souhaite, c'est de pouvoir donner des outils d'information claire, précise, sourcée, pour éclairer en fait tout un chacun pour défendre des sujets comme ceux-là. L'épuisement des sujets, là, moi, j'ai pas trop peur de ça. Enfin, nous, on est là pour faire remonter les enjeux qui traversent la société et pour en parler. Moi, j'ai pas du tout peur de ça. Enfin. Hanma uspena daudra erfin aher zo kajel diaben trau lehel med erfin ganomni amareman zo kazetenean gopret ba broyo alie dalarede episo tremen ba breis azo liamet ganandoare de doare monendro erbe dabis vous deuxiez. Donc, si j'ai bien compris, Splan aussi travaille avec des gens qui travaillent à l'étranger, en dehors de la Bretagne et de la France. Et donc, le travail effectué par Splan va au-delà des frontières de la Bretagne, de toute façon. Et en Médé. Tout est lié. Le problème de l'ammoniac, c'est peut-être se pose ailleurs aussi qu'en Bretagne. Ah, juste voir, tu as un pays de digoet goude en enklask. Guéchal, à Dibaouen et Blavejo, ve coms tu as Beijing Glass, pas Breis. Vraiment, ve coms tu as en ammoniac ganandut, moi c'est va strejo, hazetenu, pesnawake de Blasso. C'est-tu zizotrao avait silet bargevedi et c'est fini. Donc, cette enquête sur l'ammoniac a permis de mettre le problème sur la table, en Bretagne, dans la rue, etc. Et parce que c'est vrai que récemment, les problèmes environnementaux étaient surtout axés sur le problème des algues vertes. Et donc ça, l'ammoniac est devenu un deuxième thème aussi important en Bretagne et ailleurs sûrement, parce que c'est lu par d'autres gens que les Bretons, quoi. Un dernier mot, Morgane, Caroline ? Ah bah oui, la suite, les enquêtes en cours. C'est secret, les enquêtes en cours, il y en a, mais bon, c'est pas le moment ni l'endroit ni de dévoiler les sujets. D'accord. Mais il y aura du nouveau en 2022, c'est sûr. À suivre donc sur le site splan.org. Plan.org et puis voilà, il y a une petite boîte si jamais vous avez envie de mettre une petite pièce. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Le 19e festival Longueur d'onde aura lieu du 1er au 5 février 2023 à Brest.